Vous allez bien? Excusez-moi, je suis pas trop coiffé, je suis en mode plutôt détente parce qu'initialement aujourd'hui je comptais vous sortir une compilation, mais je me suis dit tiens, pourquoi plutôt que de faire une compilation, je ne vous sortirai pas une vidéo où je raconte 3 histoires du Reddit, le Reddit francophone. J'avais aimé vous partager des histoires et j'ai l'impression que vous aussi vous avez aimé les histoires que je vous ai racontées, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire ça pour ce dimanche. J'espère que ça vous plaira, si c'est le cas comme d'habitude vous pouvez laisser un j'aime pour me le faire savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, sachez que ça me soutient énormément, merci à tous ceux qui le feront. Bientôt je ferai une vidéo thread des abonnés, donc si vous souhaitez m'envoyer votre histoire, c'est le moment, ça se passe sur Instagram, donc vous pouvez me l'envoyer sur le compte juste ici, ou alors vous pouvez me l'envoyer directement dans le mail qui se trouve en description. J'espère que vous êtes bien installés, si c'est le cas, laissez-moi vous raconter la première histoire. La première histoire sera celle de Laurie. Laurie nous dit que nous sommes en mai 2016, qu'elle est célibataire, qu'elle est âgée de 24 ans et qu'elle avait pour habitude de traîner sur une application de rencontre. Elle parlait depuis un petit moment avec un homme depuis à peu près quelques semaines et le courant passait plutôt bien. Donc, à force de parler, Laurie et cet homme ont convenu d'un rendez-vous qui aurait lieu dans un parc. Le jour J, l'homme que nous allons appeler Marc se présente au rendez-vous très bien habillé, en costume, et il a dans les mains un présent pour Laurie, une boîte qui contient ses gâteaux préférés. Il se trouve que Laurie avait déjà abordé le sujet avec Marc, elle avait déjà dit qu'elle appréciait beaucoup ses gâteaux, donc pour le coup Marc marque un point parce qu'il s'est souvenu de ce petit détail. Le rendez-vous en soi se passe bien, mais quelque chose dérange Laurie. Elle ne sait pas si ce sont les manières de Marc, ce qu'il dit, mais son instinct lui souffle que quelque chose ne va pas. Par exemple, à un moment donné, Laurie a dit à Marc que son costume était très beau et lui a répondu merci brièvement et il a ajouté que c'était le costume qu'il portait lors de l'enterrement de la mère de l'un de ses amis. En gros, c'est ce genre de réponse qui mettait assez mal à l'aise Laurie. Le rendez-vous s'est terminé et Laurie, trouvant que même si elle avait son instinct qui lui disait de se méfier, avait passé un bon moment à proposer à Marc de renouveler l'expérience. Marc a dit qu'il était d'accord, mais qu'il ne fallait pas fixer le rendez-vous un lundi. Laurie a demandé pourquoi et Marc lui a dit « Je peux pas t'en dire plus pour le moment, mais j'y viendrai ». Laurie a essayé plusieurs fois d'insister pour savoir pourquoi Marc était indisponible tous les lundis, mais elle n'a eu aucune réponse. Le temps a passé, Laurie a vu Marc à de plus en plus d'occasions, une sorte de relation a commencé à se créer, et bien qu'elle essayait à chaque fois de demander pourquoi Marc était indisponible le lundi, à chaque fois, il ne lui répondait pas. Le temps a continué à passer, et Marc et Laurie ont commencé à passer leur première nuit ensemble. Et c'est là que Marc a commencé à devenir très bizarre. Une nuit, alors que Laurie dormait, elle s'est réveillée. Elle vivait dans un studio, et donc la première chose qu'elle a vue en se réveillant, c'était Marc, assis à la table, qui la regardait en fumant une cigarette. Laurie naturellement lui a demandé pourquoi il ne dormait pas, et il a répondu qu'il était insomniaque et qu'il trouvait Laurie très belle quand elle dormait. Ce genre d'événement s'est reproduit plusieurs fois. À chaque fois, Laurie se réveillait et retrouvait Marc assis tranquillement pendant la nuit qui la fixait. Un jour, Marc a donné un livre comme un cadeau à Laurie. À l'intérieur, il n'y avait pas moins de 400 questions auxquelles Laurie devait répondre à l'écrit à côté. Une attention assez particulière. Un autre moment, alors que Laurie était chez Marc, elle a trouvé une boîte dans laquelle se trouvaient plein de mégots de cigarettes. Et Laurie reconnaît ces mégots comme étant les siens car il y avait encore, au niveau du filtre, son rouge à lèvres. Il y avait également des cheveux longs qui lui appartenaient. Marc avait les cheveux plutôt courts et même une fois, elle a surpris Marc en train de ramasser les cheveux qu'elle perdait par exemple sous la douche. Un comportement, vous en conviendrez, plutôt étrange. La relation continue et Laurie trouve que Marc s'attache un peu trop vite. En plus, le comportement étrange de Marc l'inquiète un peu. Donc Laurie prend une décision. Elle décide d'arrêter là. Elle parle à Marc et elle lui dit qu'elle préfère rester en quelque sorte amie. En tout cas, elle ne veut pas construire une relation de couple avec lui. Et c'est là que Marc, peut-être pris de panique, va lui révéler pourquoi il était indisponible les lundis. Il va faire une révélation, il va dire qu'il a été diagnostiqué d'une maladie mentale. Et donc en fait tous les lundis, il se rend à un groupe de parole pour parler d'un mal-être qu'il peut avoir. Il a même son dossier médical qu'il présente à Laurie. Laurie décide de ne pas le consulter parce qu'elle considère que ça ne la regarde pas et sa décision est quand même prise. Elle dit bien que son motif de rupture n'est pas dû à la maladie mentale de Marc, mais à autre chose. Elle commence donc à rassembler ses affaires et là Marc pète littéralement un câble. Il commence à hurler,
faire des bruits d'animaux. Il lance un couteau de cuisine par la fenêtre. Heureusement, il n'y avait personne à l'extérieur qui a reçu le couteau. Et ensuite, Mark a pris une cafetière et a commencé à se frapper la tête avec. Laurie essaye de le calmer comme elle peut et Mark va lui dire des choses troublantes. Il va dire, tu sais, si je devais tuer quelqu'un un jour, je lui ouvrirais le ventre. J'enroulerais ses entrailles autour de mes poignets, puis je lui arracherais le cœur pour le manger. Et en disant cela à Laurie, il lui a souri. Un sourire qui lui a glacé le sang. En fait, Laurie, en entendant tout cela, elle pensait clairement que Mark était en train de la menacer, qu'il voulait la tuer et faire tout ce qu'il a dit à sa propre personne. Donc ce qu'elle a décidé de faire, c'est de laisser Mark là, de s'enfermer dans la salle de bain et d'appeler l'un de ses amis. Pas un de ses amis à elle, mais un des amis de Mark qui peut-être connaissait la situation. En 10 minutes, l'ami de Mark est arrivé et il a réussi à le convaincre de se faire interner. Apparemment, il était habitué des hôpitaux psychiatriques et il faisait un peu des allers-retours. Là, son état semblait s'être amélioré, d'où le fait qu'il ait été relâché. Mais l'histoire continue encore un peu. Mark, alors qu'il était interné, harcelait Laurie qui elle était à l'extérieur. Il lui envoyait des messages où il racontait qu'elle était suivie par la mafia, une mafia d'ailleurs qui était à ses ordres à lui. Il envoyait des vidéos de lui où il chantait, où il racontait des choses menaçantes. Il disait par exemple qu'il allait retrouver Laurie pour la tuer, ou alors qu'il allait se donner la mort si jamais Laurie n'allait pas le voir. Et une des choses qui a le plus effrayé Laurie, c'est que Mark a dit que quand il avait des autorisations pour sortir, il la suivait. Laurie en a parlé à l'ami de Mark, et cet ami a dit des choses assez inquiétantes. Apparemment, Mark avait chez lui un carnet où il y avait énormément d'informations au sujet de Laurie. Finalement, Laurie, ayant peur, a décidé de porter plainte auprès de la police. La police a voulu mettre pression à Mark, mais à part lui mettre la pression, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, la situation n'a pas changé. Laurie a pris la décision de changer de numéro de téléphone, de ne plus être en contact avec quoi que ce soit qui est en lien avec Mark, c'est-à-dire les amis de Mark, Mark lui-même, etc. Elle n'a pas déménagé. Donc pendant quelques années, elle a eu peur de croiser Mark dans les rues de sa ville. Effectivement, elle l'a croisé, mais à chaque fois, elle a eu un bon timing, donc elle a pu se cacher. Laurie a parlé de la situation à son propre père, qui lui a contacté la mère de Mark, et elle a fait des révélations assez inquiétantes. Elle a dit que elle, ainsi que sa fille, ont déménagé parce qu'elles avaient trop peur de Mark. 3 ans après les événements, Laurie a reçu un mail de Mark où il disait qu'il repensait constamment au jour de leur rencontre, qu'il dormait constamment avec elle. Évidemment, Laurie n'a pas donné suite à ce mail et plus tard, la curiosité probablement a fait qu'elle a fait des recherches sur Mark, homme qui l'avait traumatisé. Et elle est tombée sur quelque chose de tragique. Elle est tombée sur un avis de décès. Mark avait perdu la vie. Comment? On ne sait pas du tout. Laurie suppose qu'il s'est probablement donné la mort, chose qu'il disait qu'il allait faire. Un destin tragique qui a mis un terme au cauchemar que pouvait faire Laurie vis-à-vis de Mark, car elle rêvait souvent de lui et elle le voyait assassiner sa famille. C'est une triste nouvelle qui lui a permis de retrouver en quelque sorte un peu plus de liberté. Elle n'a pas une haine en soi vis-à-vis de Mark, plutôt de la tristesse car elle pense que en fait cet homme n'était tout simplement pas assez aidé par rapport au mal-être qu'il avait. C'était un homme malade qui inconsciemment probablement pouvait être dangereux vis-à-vis d'autrui, d'où le fait qu'il ait été interné. En tout cas, on ne peut qu'espérer aujourd'hui que Laurie est très heureuse dans la vie qu'elle mène et que Mark, lui, a trouvé la paix à laquelle il aspirait. Je vais maintenant vous partager le témoignage de Lilian. Lilian nous dit qu'au moment des faits, nous sommes en décembre 2017, nous sommes le 21 décembre, il est 6h30 du matin. Lilian avait à ce moment-là 18 ans. Il venait d'avoir son permis de conduire, il en était très heureux. Noël approchait à grands pas, donc toute la famille s'était donné rendez-vous chez sa grand-mère paternelle, dans le sud-ouest de la France. Lui devait faire le trajet seul, tout le monde était déjà sur place et il avait prévu de partir assez tôt. Il avait préparé ses affaires la veille avant de partir, donc il s'est levé à 5h pour partir à 6h30. Au moment où il a fermé la porte de chez lui pour partir, quelque chose a attiré son attention. Une mélodie qui, vous en conviendrez, est très flippante, qui se faisait entendre assez loin. De ce qu'il dit, c'est une mélodie qui ressemblait à celle d'un marchand de glace. Le son était étouffé, il grésillait, comme s'il sortait d'une vieille radio. Et en entendant cette mélodie, Lilian ne savait pas si ça venait de l'extérieur de la maison
ou s'il avait laissé quelque chose d'allumé à l'intérieur. Il a réfléchi quelques instants et il s'est dit qu'il était impossible que ça vienne de l'intérieur car la maison était dans le noir complet, il avait tout éteint, donc comment ça aurait pu être le cas? Ses pensées se confrontant, se disant que ça ne peut pas venir de la maison et que c'est très peu probable qu'un marchand de glace vienne en plein mois de décembre, il se dit finalement que c'est peut-être son imagination qui lui a joué des tours. Il décide quand même de faire un petit tour de la maison histoire de voir qu'il n'a rien laissé à l'intérieur, et au moment où il a ouvert la porte, la musique s'est arrêtée, net, comme si quelqu'un avait remarqué que Lilian allait rentrer et a décidé de couper la musique. Donc, quelque chose pour Lilian est sûr, c'est que la musique ne vient pas de l'intérieur de la maison. Il se dit simplement que c'est en fait son imagination, donc il referme la porte et il se dirige vers son véhicule. C'est en marchant vers sa voiture qu'il a aperçu au coin d'une rue un vieux camion de marchand de glace. Ce camion a tourné dans une autre rue qui, elle, menait vers une forêt. Et en voyant cela, Lilian n'est pas choqué. En fait, il fait le lien avec ce qui s'est passé. Il se dit qu'en fait, la musique venait de ce fameux camion qui est passé devant lui. C'est que, en continuant de marcher que là, Lilian a pensé à diverses choses. Il s'est dit que c'est quand même bizarre. Un camion dans un petit village à 6h30 du matin pour vendre des glaces en plein mois de décembre, mais il ne reste pas si inquiet que ça. Ça l'interpelle, mais sans plus. Lilian arrive à sa voiture, il met ses affaires dans le coffre, il rentre dedans, il démarre la voiture et il attend un petit peu histoire que le moteur chauffe. Il a attendu un petit peu et le camion, qu'il avait déjà vu par le passé, a fait comme le tour du village et est revenu dans la rue où était garé Lilian. Le camion du marchand de glace s'est arrêté au niveau de Lilian. La mélodie était en train d'être jouée et là, Lilian a pu voir qui était au volant. Un homme ayant à peu près la soixantaine d'années, barbu, qui semblait assez sale sur lui et qui a regardé Lilian d'un regard noir. Après ce bref échange visuel, l'homme est reparti. Cette rencontre a marqué Lilian. Il avait eu peur et ce qu'il nous dit, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Lilian a pris la route. Jusque là tout va bien, il s'est arrêté à un moment donné sur une aire d'autoroute pour faire le plein de sa voiture, faire une pause toilette, et il a décidé de boire son café dehors tranquillement en fumant une cigarette. Une fois qu'il avait fini, Lilian est allé vers une poubelle pour jeter son gobelet, et une mélodie qu'il a rencontrée un peu plus tôt dans la journée lui a frappé l'esprit. La mélodie du fameux marchand de glace. Immédiatement, Lilian comprend quelque chose. L'homme qui était au volant du camion l'a suivi. Lilian, sans se faire attendre, a sprinté en direction de sa voiture, il a mis le contact, et il est parti en 4e vitesse. En quittant l'aire d'autoroute, il a aperçu le fameux camion et au volant, l'homme ayant la soixantaine d'années qui le regardait partir. La journée a continué un peu à passer, il était maintenant à peu près 11h, donc il ne faisait plus nuit, mais il y avait un épais brouillard. Il y avait quelques bouchons et alors que Lilian patientait et que le trafic reprenne un peu plus, encore une fois, il a entendu la mélodie du camion de glace. Il s'est dit que peut-être son esprit lui jouait des tours et que le traumatisme qu'il avait vécu, lui faisait imaginer des choses, mais en regardant dans son rétroviseur, il a vu le camion qui se trouvait à quelques voitures derrière lui. Il est sûr que l'homme qui conduit le camion le suit et joue avec ses nerfs. Finalement, le trafic a repris, Lilian a pu reprendre sa route et arriver à sa destination chez sa grand-mère sans recroiser le fameux camion de glace. Pour contextualiser un peu, Lilian nous explique que là où vit sa grand-mère, c'est un village. Un village où chacune des maisons est très espacée, il y a très peu d'habitants et autour des maisons il y a des forêts. Lilian arrive à bon port, il décharge ses affaires de sa voiture, il salue toute la famille et Lilian raconte la mésaventure qu'il a eue cette journée-là. Il a raconté l'histoire à ses cousins, qui étaient des hommes assez imposants, assez forts, et d'abord, les cousins ont pensé que Lilian racontait une blague, mais c'est en voyant la peur sur son visage quand il racontait tout cela qu'ils ont compris que non, ce que Lilian avait vécu était bien réel. Il faut savoir que Lilian et ses cousins s'entendaient très bien. Ils ne se parlaient pas que pendant les repas de famille, donc avant les événements, ils avaient prévu de se balader dans une forêt qui les effrayait quand ils étaient petits, histoire de se rappeler quelques bons souvenirs. La sortie devait se faire le jour où Lilian est arrivé chez sa grand-mère, donc le 21 décembre. Il ne comptait pas forcément passer la nuit dehors, il faisait froid, il comptait juste partir dans la forêt qui n'était pas non plus immense. C'était la petite forêt autour de la maison de la grand-mère avec des lampes de poche, quelques bières pour parler un petit peu entre hommes. Ils avaient prévu de s'installer au niveau d'une vieille cabane de bûcheron, un endroit où ils avaient l'habitude d'aller quand ils étaient plus jeunes, à 15 minutes à peu près à pied de la maison de la grand-mère, donc un endroit très accessible. Et sur le trajet, Lilian a raconté dans les détails tout ce qu'il avait vécu vis-à-vis de l'homme qui conduisait le fameux camion de glace. Alors que le petit groupe s'aventure dans la forêt, le cousin qui était à l'avant du groupe s'arrête net et dit aux autres de reculer. Il dit avoir vu une silhouette dans la forêt. Il l'a vu assez nettement, un homme
d'une 60aine d'années, barbu et sale sur lui. Quand le cousin a décrit cet individu, Lilian s'est figé. Il a expliqué aux autres que la description que le cousin avait faite correspondait à 100% à l'homme qu'il avait vu et qui conduisait le fameux camion de glace. Tout le monde avait un visage décomposé, donc ils ont pris la décision de sprinter en direction de la cabane à laquelle ils voulaient se rendre pour se sentir en sécurité. Une fois arrivés à cette cabane, ils sont entrés dedans et là, on va dire que la pression est un peu redescendue. Ils ont éteint leur lampe, ils se sont allongés par terre et ont décidé de patienter un peu, histoire de se remettre un petit peu du moment de frisson qu'ils ont eu tous ensemble. Et c'est là qu'un frisson parcourt le corps de Lilian. Il entend la musique qui l'avait hanté pendant toute la journée. Il est pris d'une violente crise de panique et ses cousins comprennent que cette mélodie, Lilian la connaît. La musique s'est rapprochée de plus en plus de la cabane jusqu'à tourner autour. Puis, la musique s'est éloignée petit à petit jusqu'à ne plus être entendue. Le groupe est resté allongé pendant à peu près 2 heures, dans le noir, à attendre. Et une fois les 2 heures passées, Lilian et ses cousins ont décidé de rebrousser chemin jusqu'à la maison de la grand-mère. Le cœur de tout le monde palpitait. Le chemin retour, bien qu'il ne devait durer que 15 minutes, semblait durer des heures. Sur les 3 lampes de poche qui avaient été prises par le groupe, il n'y en avait plus qu'une qui marchait. Et alors que le groupe rentrait, un bruit, comme le son d'une branche écrasée, a été entendu derrière le groupe. Le cousin qui avait la lampe qui marchait s'est retourné d'un coup et à une dizaine de mètres à peu près du groupe se trouvait le vieil homme, celui qui avait été aperçu un peu plus tôt. Il avait dans sa main une lampe de poche, dans l'autre main un couteau et autour de son cou une radio qui jouait la fameuse musique que Lilian a tant entendue cette journée du 21 décembre. L'homme a commencé à courir. Le groupe s'est précipité pour revenir aussi vite que possible à la maison. Le groupe a réussi à rentrer, sain et sauf. Ils n'ont pas pris le temps d'expliquer aux autres ce qu'ils avaient vu. Ils se sont précipités à la fenêtre pour voir si l'homme les avait suivis. Et c'était bien le cas. Le vieil homme se trouvait à l'entrée de la forêt, celle que le groupe avait traversée. Sa lampe pointée sur son visage, regardant le groupe avec un grand sourire, avant de disparaître dans la pénombre de la nuit. Le père de Lilian a vu la scène et il a appelé la police. La police est arrivée. À peu près 20 minutes après avoir été contacté, le groupe a réalisé un témoignage et une enquête a été ouverte. De ce que Lilian sait, l'homme n'a pas été retrouvé. Il se pose plein de questions. Pourquoi cet homme lui en veut? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il ne sait pas s'il reverra un jour cet homme et du plus profond de son cœur, il ne l'espère pas. C'est là que ce témoignage se termine. C'est une histoire vraiment affreuse. On pourrait penser à une histoire d'horreur banale, une histoire d'horreur fictive, mais de ce que raconte Lilian, c'est une histoire qui est vraie. Alors dans les commentaires de cette histoire, beaucoup pensent que c'est une histoire qui est inventée, qui est fictive parce qu'il y a beaucoup de clichés un peu de l'horreur qui sont repris, mais certains restent assez dubitatifs parce qu'il y aurait apparemment, alors je n'ai pas fait plus de recherches que ça pour vous donner plus d'informations, mais quelqu'un a dit qu'il y a à un moment donné un vieil homme qui a été arrêté, qui possédait une camionnette, un vieil homme qui enlevait des jeunes filles. Et apparemment, selon la description du vieil homme, ça correspondait à l'homme que Lilian avait décrit. Il est possible, si on veut pas démystifier, mais essayer de faire coller un peu les différentes choses, que le camion de l'homme n'était pas en fait un camion de marchand de glace, c'était juste un petit camion, un petit fourgon, et que la fameuse musique venait de la radio que l'homme avait autour du cou. Donc Lilian, sachant qu'au début il ne voyait pas le véhicule, sachant qu'il faisait vraiment nuit, a pris le fourgon pour un truc de marchand de glace, mais en fait non, c'est juste un fourgon classique. Quoi qu'il en soit, évidemment, histoire à prendre avec des pincettes. Si cette histoire est vraie, c'est sûr que c'est une histoire affreuse, et si c'est une histoire fictive, c'est une histoire qui est, je trouve, vraiment très bien écrite. Nous allons maintenant conclure avec le témoignage de Violette. Violette nous dit que son histoire s'est passée alors qu'elle était encore une enfant. Ses parents venaient de divorcer et elle nous explique que son père était quelqu'un d'assez violent. Au moment du divorce, le père ne cherchait pas d'appartement, donc il vivait encore avec le reste de la famille. Et un soir, Violette explique qu'elle a eu la peur de sa vie. Sa mère avait mis Violette et ses sœurs au lit assez tôt, et Violette raconte qu'elle avait souvent du mal à dormir parce qu'elle entendait régulièrement son père insulter sa mère pendant des heures et des heures. En fait, il ne comprenait pas pourquoi elle voulait le quitter. C'était quelque chose que Violette trouvait évident, c'était loin d'être le mari idéal, c'était un homme narcissique. Et donc, c'est aux alentours de minuit ce soir-là que Violette a commencé à trouver petit à petit le sommeil. Mais ça a été de courte durée. Elle a été réveillée par un hurlement. Sauf que cette fois-ci, c'était pas un hurlement qui venait de son père, mais un hurlement qui venait de sa mère. Tout de suite, Violette et ses sœurs se sont levées, elles se sont précipitées pour voir ce qu'il se passait, elles ont retrouvé en bas de l'escalier leur mère en pleurs. Il se trouve qu'en fait,
son père avait levé la main sur sa mère d'une manière tellement forte qu'elle s'était cognée la tête contre le mur. Les jeunes filles se sont précipitées vers leur mère pour voir si elle allait bien, pour la protéger. Et donc Violette et une de ses sœurs se sont occupées de la mère, l'ont emmenée dans la chambre pendant que la sœur aînée, elle, essayait de retenir le père. Ne pouvant plus de la situation et craignant pour la sécurité de ses filles, la mère de Violette a dit à tout le monde de s'habiller en vitesse et le père a encore une fois pété un câble en voyant tout le monde habillé et prêt à partir. Ne voulant pas causer le moindre doute, la mère a dit qu'elle emmenait simplement les filles à un fast-food, histoire de se nourrir et de décompresser un petit peu. Sauf que, vous vous en doutez, la mère n'emmenait pas du tout ses filles pour aller manger dans un fast-food. Son objectif était d'aller au commissariat. Sauf que la mère ne s'était pas garée au commissariat directement, elle s'était garée sur un parking un peu plus loin. Et au moment où la famille est arrivée devant le commissariat, le père, lui, est arrivé au même moment. Il sortait d'un parc, non pas pour lui se rendre au commissariat du tout, ce qu'il faisait, c'était qu'il cherchait en fait sa famille. La mère, voyant le père, s'est précipitée à l'intérieur du commissariat. Une policière a accueilli la famille dans un bureau. Le père, lui, est rentré après en trombe dans la station de police, en hurlant, en disant des insultes à l'encontre de la mère de Violette. Finalement, le père est reparti. La famille est restée quelque temps dans la station de police pour que les choses se calment un petit peu, que chacun puisse reprendre un peu son souffle. Après la déposition, la mère de Violette a décidé d'emmener tout le monde manger dans un fast-food pour décompresser de tout ce qui s'était passé. Et la sœur aînée de Violette avait laissé son téléphone à la maison. Elle voulait le récupérer, donc la mère a dit ok, on va y aller. La police avait prévenu, avant que la famille ne parte, que si jamais il y avait quoi que ce soit, il fallait les appeler. La famille arrive devant la maison. La maison est vide, silencieuse. La voiture du père n'est pas là, donc tout semble montrer que tout le monde peut rentrer sans craindre le moindre danger. La mère de Violette, elle accompagnait sa fille pour récupérer le téléphone, et au moment où elle a ouvert la portière de sa voiture, le père de Violette est arrivé, en furie. La mère a eu tout juste le temps de remettre sa jambe dans la voiture et de fermer la porte, que le père était déjà là à tirer sur la poignée pour forcer l'entrée. Il hurlait, il disait des insultes, il tapait sur la vitre de la voiture. Vous vous en doutez bien. C'était un spectacle insoutenable pour la mère de Violette, mais pour Violette et ses sœurs aussi. La mère de Violette a appelé la police qui est arrivée sur place en une dizaine de minutes à peu près. La police a appréhendé le père. Il a été menotté. Ils ont dit au père qu'il devait partir. Ils lui ont enlevé les menottes et ils l'ont laissé sous surveillance remplir une valise pour qu'il quitte les lieux. Le père est ensuite allé dans sa voiture qu'il avait cachée. C'est pour ça qu'il a pu surprendre la famille quand elle s'est garée devant la maison. Et ensuite il est parti. La police a assuré qu'ils allaient faire quelques rondes pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Et cette nuit-là, et les semaines qui ont suivi, Violette, ses sœurs et sa mère ont très mal dormi et elles n'ont plus jamais eu de nouvelles du père de famille. C'est une histoire très particulière. Une histoire que je voulais vous partager, je trouvais que c'était important pour faire un peu la distinction avec l'histoire que je racontais dans un deuxième temps. Avant cette histoire, on avait quelque chose d'assez particulier. Dans cette histoire, ce que je voulais vous partager, c'est que l'horreur peut être plus proche qu'on ne le pense. Parfois même, comme le dit Violette, dans notre propre famille, là où normalement on devrait se sentir en sécurité. Ce sont des horreurs qui créent des traumatismes qui peuvent toujours avoir des répercussions à l'âge adulte. Violette nous dit que même à presque 30 ans, elle ne peut pas dormir sans somnifère. Et voilà les amis, on a fini pour cette vidéo. J'espère que ces histoires vous ont intéressé. On avait des histoires vraiment assez folles et des histoires aussi très tristes. J'espère que je les ai bien repartagées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Je remets mon Instagram qui s'affiche juste ici, Haken TV, si vous souhaitez me suivre là-bas. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Haken. Salut!